Mais d'abord, ce matin, on attrape notre première invitée tout juste avant qu'elle n'arrive à Montréal en début de semaine, présenter 2 livres qui racontent la terrible histoire de ce que sa mère, Gisèle Pélicaud, et toute la famille a vécu. Le premier livre est sorti en 2022, intitulé « Et j'ai cessé de t'appeler papa ». Le second vient tout juste de paraître au Canada, Pour que l'on se souvienne. Elle vient aussi parler de l'association M'endors pas, Stop à la soumission chimique. On la joint en banlieue parisienne. Caroline Darian, bonjour. Bonjour, bonjour Pénélope. Merci infiniment d'avoir accepté de nous parler un peu avant votre passage à Montréal. C'est vraiment ça en ce moment, hein, votre vie, de parler de tout ça, de faire des entrevues. C'est devenu, quoi, pour vous, une mission de vie en ce moment? Alors c'est un engagement qui dure depuis bientôt 5 ans maintenant, Hmm. puisqu'en réalité, moi je suis très investie dans cette cause d'utilité publique, qui est un véritable enjeu de santé publique, qui vise vraiment à faire connaître et à mieux prévenir et protéger les victimes de soumission chimique en France et maintenant effectivement à l'étranger. Mais c'est une aventure qui pour moi a démarré assez rapidement après la révélation des faits finalement. Et je peux dire que c'est ce qui m'a permis, moi aussi, enfin, c'est ce qui me permet de me restaurer quelque part. Donc voilà, et c'est vrai que je passe beaucoup de Hmm. temps à faire de la prévention, de la sensibilisation, à informer, au travers notamment de l'écriture de ces 2 ouvrages. Vous parlez de restauration, Caroline Darian, et c'est absolument impossible pour nous de s'imaginer tout ce que vous vivez, donc depuis ce que vous avez appris en 2020. Euh, Mm. donc, ma première question, évidemment, dans ce processus de restauration, comment allez-vous? Écoutez, je vais parce que je me bats. Voilà, je me bats pour moi et je me bats aussi pour toutes les victimes invisibles. Hmm. Et croyez-moi, elles sont nombreuses. Et en fait, voilà, j'arrive à, j'arrive petit à petit à me réparer. Et après, je vais pas vous mentir, ça restera une blessure intime. Je pense que je porterai assez longtemps. Ça reste encore très douloureux. Hmm. Voilà, notre vie de famille a totalement basculé. Elle a été pulvérisée par cette affaire. Et aujourd'hui, on est un peu orphelin quelque part. C'est-à-dire qu'on a, voilà, on a un père qui n'est pas mort, mais qui est encore vivant et qui, pour autant, avec lequel il faut qu'on fasse ce travail, ce processus de deuil. Et il y a aussi un processus de deuil, si je comprends bien, à faire que vos 2 frères, Florian et David, et vous, avez à faire parce que la Oui. relation avec votre mère en ce moment semble quasi inexistante. Disons que ma mère a besoin de se réparer elle aussi. On a tous beaucoup, beaucoup souffert. Elle, la première, hein. En fait, c'est quand même la victime avérée de toute cette affaire. Et elle a besoin de se réparer, elle a besoin d'aspirer. Elle aspire à une vie normale, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un chemin qu'elle décide de faire seule. Et on ne peut pas lui en vouloir. Enfin, en tout cas, l'objet, c'est pas de stigmatiser qui que ce soit. Hmm. Ça reste quelque chose d'infiniment difficile à traverser, vous voyez. C'est que dans cette immense cassure qui s'est produite, puis je vais devoir, Caroline Darian, pour les besoins de cette entrevue, Mm. revenir sur certains faits qui sont Bien sûrement sûr. douloureux à entendre, mais donc, dans ce que vous avez découvert sur votre père, Dominique Pélicaud. D'ailleurs, est-ce que j'hésite à utiliser votre Ouais. père. Je pense que je vais Oui, juste c'est vrai. utiliser Dominique Pélicaud. Oui. Donc, dans ce que vous avez découvert sur Dominique Pélicaud, donc dans ces 10 ans où votre mère a été soumise chimiquement, donc droguée et puis violée par ce que les enquêteurs ont découvert comme étant 72 Mm. violeurs. Il y en a 51 qui ont été traduits en justice, mais il y avait 20 Mm. 000 fichiers numériques, des photos, des vidéos. Donc, vous découvrez ça en 2020. Et dans ce livre, donc le dernier, où vous relatez le procès, Caroline Darian, c'est vous êtes la grande oubliée de ce procès. C'est extrêmement difficile pour nous de s'imaginer que vous avez Mm. besoin que votre mère reconnaisse ça. Non seulement elle ne le reconnaît pas 2 fois pendant le procès, mais en plus, en ce moment, il n'y a pas de place
pour qu'elle vous aide à Non, guérir? non, si vous voulez, c'est un processus que je dois mener seule, enfin avec mes frères qui Mhm. évidemment m'entourent, parce que ça reste quelque chose. En fait, il faut se situer dans une famille quand il y a la place des enfants et puis il y a la place des parents. Mm. Et nous sommes à la place des enfants, donc pour nous, c'est triple peine, hein. Parce que c'est notre vie d'avant qui a basculé, qu'on a perdu. On n'aura plus jamais la vie de famille qu'on avait avant 2020. On n'a plus de père et on nous a quelque part enlevé une partie de notre maman. Cette affaire fait que de toute façon, on n'aura plus jamais Mm. la même vie Mm. qu'auparavant. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les enquêteurs ont réussi à exhumer plus de 20 000 Mm. vidéos photographiques à caractère sexuel. Mais il ne s'agit pas que de ma mère Non, c'est ça. sur ces photographies et vidéos. Vous étiez sur 2 de ces photos. Mais plus que ça, Plus il que faut ça. comprendre que parmi les 20 000, c'est plus de 3 000 vidéos qui concernent Gisèle, qui concernent ma maman sur des faits d'agression sexuelle et de viol. Mais il y en a d'autres qui concernent mes belles-sœurs, Mm. qui me concernent moi. Mm. Et là, je ne suis pas sédatée, je suis prise à mon insu, nue. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, les enquêteurs se sont majoritairement focalisés sur le cas de ma mère. Parce qu'il y avait urgence à pouvoir traduire l'ensemble de ces auteurs en justice. Mais pour autant, ce n'est pas la seule victime de cette famille. Et c'est ça la difficulté. La difficulté, c'est d'arriver à trouver une forme de vérité en ce qui me concerne. Et ça, je n'ai pas la vérité. Je n'ai que des questions que la justice n'a pas été capable de m'aider à trouver, en tout cas de m'aider à Mm. trouver des réponses. Puisque Dominique s'est emmuré dans le silence et dans le mensonge pendant ces 4 mois de procès concernant sa fille. Et il est incapable d'admettre le regard incestueux, les velléités qu'il a eues à l'égard de sa propre fille. Quand on est capable de photographier sa fille nue, de diffuser ces photographies sur Internet en les commentant sur des légendes dont je vous passe Mhm. volontiers les Mhm. détails, Mhm. c'est qu'il y a vraiment un sujet, quoi. Il y a un problème. Et puis, effectivement, vous le dites à juste titre, il y a ces 2 photographies de moi où je suis sédatée. Je dis bien sédatée parce que on peut penser que je dors, mais je ne Mhm. dors pas comme Mhm. ça. Prise à 2 moments différents, à 2 endroits différents, dont une dans ma chambre à coucher où je vis actuellement quand même, hein. Mm. Donc, ces photos, elles posent énormément de questions et il y a tout un faisceau de faits graves et concordants qui n'ont pas été investigués Mhm. par les enquêteurs au regard de cette instruction. C'est ça le drame, c'est ça mon drame aujourd'hui, qui fait que je me retrouve avec un mur qui ne me permet pas d'accéder à la vérité. La seule personne qui sait et qui connaît la vérité de ce qui s'est Et passé, c'est Dominique Dominique. Pellicot. Il a nié jusqu'à la toute fin du procès en décembre 2024. Et là, vous avez déposé plainte contre lui pour viol et tentative de viol, agression sexuelle et administration de substances de nature à altérer le discernement pour commettre des viols. Il y a aussi votre neveu, donc son petit-fils, Oui. Nathan, qui dit avoir des souvenirs aussi d'attouchement. Il y a Mhm. sa mère qui aurait entendu des conversations entre le grand-père et son Alors, petit-fils. c'est pas sa mère, c'est son Ça be- ex, enfin, c'est sa tante, c'est la femme OK. l'ex-femme de mon frère Florian, qui a entendu Hmm. effectivement ces éléments, enfin, ces échanges, qui les a passés sous silence parce qu'elle a eu très peur de parler au moment où Mhm. elle a eu ce doute-là. Bon, mais oui, en effet, mon neveu a porté plainte contre son grand-père. Et là aussi, lui aussi attend l'aide de la justice pour y voir clair. Vous Aujourd'hui, avez donc... Nathan, il va Mhm. sur 19 ans et il a Hmm. porté plainte il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous vous attendez, vous, de votre plainte, sachant que Dominique Pellicot a nié l'inceste jusqu'au dernier jour du procès? Moi, ce que j'aimerais, si vous voulez, c'est que la justice reconsidère cette plainte au regard des éléments qui figurent dans le dossier, qu'on réouvre les scellés et qu'on investigue l'intégralité, qu'on revoie tout ce qui a été exhumé. On parle de 20 000 vidéographies, photographies, qu'on essaye de comprendre comment ces photos ont été prises, avec qui elles ont été partagées. Il y a forcément quelqu'un qui sait quelque chose.
Et vous allez avoir... Le processus se déroule comment pour votre neveu Nathan? Le processus judiciaire se déroule comment? C'est comme le mien, c'est-à-dire que le dépôt de plainte aujourd'hui est entre les mains du procureur, et c'est au procureur de décider de la suite. Soit s'il ouvre une information judiciaire, il ouvre une investigation, soit c'est classé sans suite. C'est dans les mains du procureur de la juridiction qui a été saisie. C'est très confrontant, Caroline Darian, parce que cette histoire-là, c'est comme une succession d'horreurs, hein, que vous vivez depuis 2020. Parce qu'il y a aussi ces autres affaires que votre mère, Gisèle Pelicot, est aussi incapable de concevoir, où votre père aurait commis d'autres viols, possiblement meurtres, bien avant tout ça. Mais vous savez, Pénélope, le parcours criminel de Dominique, vous imaginez bien qu'il ne démarre pas en 2011 avec ma mère. Ça n'existe pas. Quand on est capable d'être aussi pareil, c'est forcément qu'on est allé explorer, tester des choses auparavant. Et oui, en effet, il y a cette tentative de viol extrêmement virulente qui a interdit en 1999. Il s'agit d'une jeune fille qui a le même âge que moi, en 99. Nous sommes toutes les deux âgées de 20 ans. On est de la même année. Et cette jeune fille a été sauvagement agressée. Et si, je dis bien si, elle ne se débat pas pour sa propre survie, elle n'est plus de ce monde au moment où je vous parle. Et en effet, il a tenté de l'agresser à l'éther pour pouvoir l'endormir et la violer. Et elle s'est débattue, cette jeune fille. Et par ailleurs, il est mis en examen dans une autre affaire, parce que le mode opératoire est un pied collé, une voiture. Et là, il s'agit d'une affaire qui remonte à il y a 34 ans, en 1991. Et cette jeune femme n'est plus de ce monde. Et elle a été soumise à l'éther, violée et tuée. Et la question, c'est qui? Est-ce que c'est Dominique? Alors bien sûr, Dominique, lui, il nie les faits, mais comme il a nié les faits sur tout ce qui faisait référence au propre dossier de son ex-femme, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, ils sont divorcés. Mais tant qu'il n'est pas mis au pied du mur et confronté à des preuves indiscutables, Dominique nie, ment, passe par des circonvolutions, change de version. C'est ça la réalité. Et dans votre livre, donc ce deuxième, Caroline Darian, que vous venez présenter ici, pour que l'on se souvienne, après le procès de Mazan, le combat pour toutes les victimes de soumission chimique, vous écrivez au sujet de votre mère, Gisèle Pelicot, elle dit « Dominique n'a pas pu faire ça. Il doit y avoir une erreur. » Pour vous, c'est clair qu'elle, dans sa tête, elle ne peut pas concevoir avoir vécu avec un monstre pendant... Moi, je ne peux pas parler pour elle. Je ne peux pas m'autoriser à parler pour elle. Je pense que pour elle, cette partie de sa vie, je pense que c'est très compliqué, si vous voulez, d'arriver à démêler la personnalité de la personne avec qui on a vécu pendant 50 ans. Parce qu'elle fait partie des gens qui n'ont pas vu. Comme nous, d'ailleurs, on n'a rien vu. Si ça ne s'arrête pas en 2020, surprise sous les jupes, en train de fumer sous les jupes de femmes dans un supermarché, ça durerait encore, et peut-être même qu'on aurait enterré notre mère en 2021. Mais on n'aurait jamais rien su. C'est un parcours, c'est compliqué, je pense, à se figurer. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, et après, on est très différents. Encore une fois, nous sommes les enfants. C'est une partie de sa vie. À ma mère, ça a été une partie de sa vie heureuse avec cet individu. Donc, il faut démêler ça aussi. Je pense qu'on ne peut pas, on peut pas ressentir, analyser, décrypter les mêmes choses. Est-ce que vous avez espoir, et est-ce que vos frères ont espoir? Je ne vais pas vous faire parler pour eux, mais ils sont très présents pour vous. Que cette famille trouve une façon, parce qu'à la dernière journée, à votre dernier témoignage au procès, donc qui s'est terminé à la fin de l'année 2024, vous avez conclu votre témoignage, si je ne me trompe pas, par « Comment fait-on pour se reconstruire sur des cendres? » Avez-vous espoir, avez-vous désir, vos frères et vous, de vous... Je ne voudrais pas dire reconstruire parce que vous l'avez bien exprimé, cette famille-là n'existera plus jamais. Avez-vous désir de construire une nouvelle famille avec les membres de votre famille?
mais on est une famille malgré tout, avec mes frères, mes neveux, mes nièces, nos conjoints respectifs, nos enfants. Enfin, moi j'ai ma famille. Ma famille, c'est mon mari, mon fils, Hmm. et mes frères et mes neveux et nièces qui comptent énormément pour moi. Ça, c'est ma famille aujourd'hui. Et puis il y a aussi ma famille de cœur, mes amis. Voilà, on choisit, la vie continue. Après, c'est de savoir ce qu'on veut en faire de tout ça. Et moi, c'est vrai que la façon que j'ai, Mhm. c'est assez thérapeutique. Ça a été d'écrire, de partager, de parler, parce que c'est le premier pas vers la thérapie et la reconstruction. Et puis aussi parce que j'ai cette cause qui me tient à cœur, qui me tient, voilà, ça me porte. Parce que j'ai rencontré tellement de victimes, Pénélope, que je sais ce que c'est que d'être seule et de devoir combattre seule. Et au-delà de ça, on a vraiment des vérités en France à faire bouger, améliorer la prise en charge. Je Ouais, rappelle tout juste à qu'en fait. France, il y a une mission gouvernementale sur laquelle on travaille avec la députée Sandrine Josso, et que ce rapport sera remis à notre ministre Aurore Berger le 12 mai. On est dans l'action, nous. On avance, on a besoin. Hmm. Là, l'idée, c'était pas de subir, c'était de faire en sorte que ce qui nous est arrivé à nous arrive le moins possible. Parce que c'est terrible pour les victimes d'avoir à se reconstruire et à envisager d'avoir une vie normale. Donc, à partir du moment où cette affaire a révélé un fait de société Ouais. qui est largement répandu, et pas qu'en France, hein, je vous le Ah dis. non, non, mais c'est le cas chez nous. Nous, il y a un documentaire qui est sorti. Nous, on en parle de soumission chimique. C'est un véritable enjeu. Nous aussi, vous avez fait des pas, vous avez avancé concernant, par exemple, les kits qu'on doit rendre disponibles et surtout qu'on peut porter plainte en milieu hospitalier, si j'ai bien compris ce qui se passe chez vous. Là. Vous avez rendu le processus de preuve et de plainte relativement Alors, plus c'est pas aisé. fini, en fait, Ouais. on y travaille. Uh-huh. C'est pour tout vous dire, on est au début du début. Hmm. Parce que c'est très long. Pour vraiment opérer un changement de paradigme en matière de prise en charge en France, ça demande un certain maillage territorial avec des parties prenantes. C'est la raison pour laquelle on fonde beaucoup d'espoir dans ce rapport. Et dans ce rapport, il y aura une foultitude de recommandations, dont l'accessibilité systématique aux analyses toxicologiques qui ne sont pas systématiques en Ouais, France. En c'est France, ça. pour bénéficier des analyses toxicologiques à titre gracieux, autrement dit prise en charge, il faut déposer plainte. Et vous savez bien Ah que oui, OK, ouais, ouais. dans Non, la c'est ça. majorité des violences intrafamiliales et sexuelles, les victimes Ben oui. ne déposent pas plainte. Hmm. Et donc nous, on a à cœur de rendre ça accessible et gratuit. Donc ça fera partie des recommandations. Alors c'est pas un kit de détection en tant que tel, hein, comme ça avait été annoncé l'année dernière par D'accord? notre gouvernement, mais ça va être un kit d'accessibilité, d'un kit de prélèvement. Voilà ce vers quoi on veut tendre. On Hmm. veut pouvoir démocratiser, rendre beaucoup plus accessible ces analyses toxicologiques qui aujourd'hui coûtent extrêmement cher. Un prélèvement de cheveux, ce qui permet de retracer l'historique des consommations Mhm. et qui doit être fait dans un certain délai, en fonction du spectre des molécules que vous êtes amené ou des substances que vous êtes amené à rechercher, ça peut coûter très cher. Ça peut coûter plusieurs centaines d'euros, voire plus de 1 000 euros. Nous, on a envie de pouvoir proposer ça aux victimes. Parce que ça, c'est le premier pas vers la prise en charge. C'est un vrai levier de prise en charge, en fait. Hmm. Et puis de reconnaissance du statut des victimes. Ouais, ouais, exact. Je vous écoutais, Caroline Darian, faire une entrevue avec Oprah Winfrey. Et il y a quelque chose d'extrêmement troublant parce que dans votre... en fait, dans un moment de crise ou un moment où vous avez eu besoin médicalement d'aller vous reposer, l'automne dernier pendant le procès, vous êtes rentré en institut médical et on a dû, pour que vous récupériez du sommeil, vous administrer des sédatifs. Et là, il y a quelque chose Alors, la, de... la Ouais. première. Bah, non, mais en fait, je vais vous dire, Oui. la seule différence avec ce qui s'est passé l'année dernière, moi, j'ai choisi de rentrer en Mhm. clinique pour me reposer. C'était vital. Il en allait de ma survie mentale. L'épisode auquel vous faites référence, c'est pire que ça. C'est que ça se passe 4 jours après la révélation des faits où je suis admise aux urgences psychiatriques parce que j'ai fait ce qu'on appelle un épisode de décompensation. C'était trop pour moi. Mhm. Trop de découvrir Donc, on que parle de mon père, 2020. c'est ça. On parle de 2020 Et quand on vous parle de avez... 2020. OK, d'accord. Et en 2020, quand j'arrive,
quand je suis prise en charge par les urgences psychiatriques, là, ils vont m'administrer des fortes doses d'anxiolytiques et de somnifères. Et pour moi, ça va être terrible parce que ça va me renvoyer à notre histoire familiale. Et c'est ça que je raconte dans le premier livre. C'est que parfois, on doit pas être pris, on n'est pas pris en charge dans les bonnes structures au bon moment. C'est ça aussi. Euh, 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 cette particularité, ce mode opératoire, c'est très particulier pour les victimes, mais pour leur entourage aussi. Donc, je raconte effectivement ce paradoxe dans le premier livre, et j'avais besoin de le raconter parce que se retrouver dans un hôpital psychiatrique contre son gré, bon gré, mal gré, appelez-le comme vous voulez, c'est compliqué à intégrer, et puis surtout, c'est d'une violence extrême. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été violent parce que je savais que j'étais pas au bon endroit, en fait. Et la différence avec ce qui s'est produit l'année dernière, c'est moi qui ai souhaité rentrer en clinique, parce que là, j'avais vraiment besoin de couper avec la violence de ce qui s'est déroulé dans cette cour criminelle pendant presque 3 mois et demi, quoi. J'aimerais qu'on dise un mot sur vos frères et plus largement, Caroline Darian, sur les hommes. Parce que je pense que vos frères ont cherché les hommes. On cherchait à ce que les hommes... Où sont les hommes? Parce que quand vous sortiez des journées du procès, c'était majoritairement des femmes qui étaient à l'extérieur pour soutenir la famille, pour soutenir Gisèle Pelicot. Je vais vous dire... je vais vous dire, la personne qui m'a ouvert les yeux là-dessus, c'est mon frère aîné David. C'est mon frère aîné qui m'a dit, mais Caroline, regarde, à chaque fois qu'on sort de cette salle, c'est des haies d'honneur, mais ce ne sont que des femmes pour soutenir maman. Ce sont que des femmes, et c'est vrai qu'il y avait très très peu d'hommes. Alors qu'en fait, on est quand même sur un sujet qui concerne tout le monde, qui concerne les pères de famille, parce que ça peut arriver à leurs filles, ça peut arriver à leurs femmes, ça peut arriver à leurs sœurs, ça peut arriver à leur mère aussi. Et les hommes ont tendance à l'oublier. Alors, moi, je pense que tous les hommes ne sont pas des agresseurs sexuels, bien au contraire, je n'ai pas envie de réfléchir comme ça. En revanche, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que les hommes ne s'emparent pas de ce genre de sujet? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne se sentent pas légitimes ou que ça ne les intéresse pas? Pourquoi est-ce que ça doit être des combats nécessairement portés par des femmes? Moi, c'est plutôt dans ce sens-là que je poserais la question, parce qu'en réalité, je n'ai pas la réponse, vous voyez? Mais c'est vrai que ça m'étonne encore de voir ces sujets-là portés systématiquement, majoritairement par des femmes, alors que ça reste un sujet... alors qu'il y avait... ça reste un sujet inclusif, quoi. Alors qu'il y avait 51 accusés, plus votre père, Dominique Pelicot, alors que ça... cette image que ces 52 hommes renvoient aux hommes de la société, en fait, aurait dû complètement les légitimer pour dire... Ce n'est pas nous ne sommes pas que ça, nous dénonçons. Mais je pense qu'on est dans un moment, peut-être que les choses sont en train de changer, mais plutôt auprès de la jeune génération. Vous voyez, moi, j'ai été assez frappée j'ai fait plusieurs séances de rencontres littéraires où j'ai vu des jeunes hommes venir assister au débat. Ça, je dois dire que ça fait plaisir parce que d'ailleurs, je leur dis à chaque fois, je dis franchement, bravo, parce que c'est grâce à vous que les choses vont changer. Notre génération, moi j'ai 46 ans, ma génération, peut-être qu'elle n'est pas sensible. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que les jeunes générations, plus on va les sensibiliser et plus ils seront habilités, ils se sentiront libres de prendre la parole et de s'exprimer sur ces sujets-là. C'est pour ça qu'on a une vraie responsabilité aussi, quand on fait de la prévention, de l'information, de la sensibilisation, d'inclure la jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain, en fait. Donc, c'est vrai que c'est important de porter ces sujets-là et de mettre tout le monde autour de la table, en tout cas le plus possible. En terminant, il y a ces 2 livres-là. Je rappelle, Caroline Darian, et j'ai cessé de t'appeler papa, et pour que l'on se souvienne, il y a le livre de Gisèle Pelicot qui devrait sortir l'an prochain. Il y a HBO qui prépare un documentaire. Il y a 5 des accusés du procès qui vont en appel. Possiblement, des procès se tiendront dans votre cas et celui de votre neveu Nathan. Le Paris Match ne se gêne pas pour étaler la vie de votre mère, qui pourrait d'ailleurs les poursuivre. On prévoit encore avec tout ça pendant des années que cette histoire continue. Quand voyez-vous une fin publique à ça? Combien de fois
Est-ce possible pour vous et les vôtres de revivre cette histoire-là? Alors moi, je vais vous dire, ce qui compte, c'est pas ce qui se joue dans la presse, People, c'est pas ça. Moi, je pense que tant qu'on parlera de cette histoire et que ça servira les autres victimes, par exemple, demain, s'il y a d'autres procès, pardon, qui se passent à portes ouvertes, moi j'aimerais que le soutien qu'a reçu ma mère, il soit le même, peu ou prou, pour les autres victimes. Ce que vous n'avez Moi, pas reçu, vous, mmh dans ce euh, procès? pas de la même façon, Mmh. pas de la même façon, puisque c'était plus le procès de ma mère contre ses 51 auteurs, si vous voulez. C'était pas le procès d'une famille finalement. C'est ça l'histoire aussi, Mmh. c'est la différence. Mais c'est pas le point c'est pas mon propos là maintenant. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tant que cette histoire, elle permettra de faire avancer la cause des femmes, des victimes de manière générale, parce qu'attention, les victimes de soumission chimique ne sont pas que des femmes, il y a aussi des hommes et des enfants. Tant que ça permettra de faire avancer le débat dans notre société, eh ben, ça me gênera jamais, moi, Mmh. en fait. Au Mmh. contraire, hein. Si on dépasse le fait divers et si on dépasse le côté people, mais qu'on en fait quelque chose d'utile pour la société, ça ne me gêne pas. Ça ne me gênera jamais, en fait. Mmh. Personnellement, en ce qui me concerne, je ne parlerai pas pour mon père, pour, mon, pour mes frères ou même Mmh. pour ma mère, mais en ce qui me concerne, je pense que ça fait partie aussi qu'on doit assumer quand on a décidé de porter des causes. Ben voilà, hein, on essaie de faire en sorte d'avancer les débats dans notre société, de faire évoluer les états d'esprit et les perceptions. Ben, alors nous serons là donc, au Québec, au pays, en début de semaine prochaine pour, vous écouter, pour prendre acte, pour faire, notre bout de chemin dans ce grand combat collectif contre, évidemment, les violences faites aux femmes, la soumission, chimique également, puisque vous serez, Caroline Darian, à Montréal la semaine prochaine pour présenter notamment ce deuxième livre pour que l'on se souvienne, après le procès de Mazan, le combat pour toutes les victimes de soumission chimique, édité chez, JC Lattès. Merci infiniment d'avoir pris le temps de la banlieue parisienne de nous parler en direct ce matin, vraiment. Merci infiniment. Au Merci Pénélope. au revoir.